Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous aborderons dans ce webinaire le thème de la parentalité et migration. Tout ça présenté par le docteur Panizzotto, qui est responsable de la cellule maltraitance. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le docteur Panizzotto répondra plutôt en fin de présentation. Voilà, une bonne présentation. Merci. Bonjour à tous, merci de vous connecter à travers les écrans interposés. L'idée aujourd'hui, c'était de parler un peu dans le cadre de la Journée mondiale des droits de l'enfant qui avait lieu hier, à la fois la difficulté de prendre en charge des patients ayant vécu un voyage migratoire potentiellement compliqué, mais aussi de réfléchir à la question de la bientraitance des enfants. Parce que l'exil peut parfois mettre à mal les relations familiales, même très souvent, mais aussi les intervenants que nous sommes lorsque nous devons les rencontrer et faire s'entrechoquer des visions de l'éducation, des visions du monde ou simplement des visions culturelles. Alors, la migration, finalement, c'est quelque chose d'assez commun à tous. Je pense que si on fait tous notre petit arbre généalogique, on va vite se rendre compte qu'on n'est pas tous fixés à l'endroit où nous sommes au jour d'aujourd'hui depuis 40 générations, puisqu'au contraire, on sait que l'être humain a migré depuis toujours. C'est ce qui a fait permettre également d'augmenter les capacités intellectuelles, les capacités artistiques, le travail, tout ce qui est technologie, mais l'être humain a aussi migré pour d'autres raisons, parfois bien évidemment, et c'est ce qu'on voit également actuellement pour des raisons bien plus dramatiques, que ce soit des conflits armés, que ce soit des persécutions. Et donc, tout ça pour placer dans le contexte que quand on travaille dans un contexte de patients ayant vécu une migration, on n'est jamais vraiment étranger à ce qui leur arrive si on va un petit peu regarder à la fois notre histoire peut-être personnelle, mais aussi l'histoire du monde. Alors, migrer, pour une famille, c'est pas forcément un phénomène unique pour tout le monde. Tout le monde au sein d'une famille ne va pas partir de la même façon. D'abord, il y a la raison pour laquelle on part. Certaines personnes, peut-être vous d'ailleurs, avez dû partir à l'étranger pour le travail. Et c'est un beau projet, c'est très gai, on est très heureux de le faire. Mais peut-être que dans le reste de la famille, tout le monde ne part pas avec la même idée. Tout le monde ne part pas pour travailler. Certains partent pour suivre la famille, pour suivre les parents. Ça veut peut-être dire changer forcément d'école, quitter des amis, et a fortiori, quand c'est des migrations pour des raisons bien plus compliquées, bien plus difficiles, ce voyage migratoire, il n'est pas vécu de la même façon par tous les membres de la famille, simplement parce qu'aucune situation familiale n'est vécue de la même façon par deux individus distincts. Et ça, c'est la première chose peut-être à interroger, c'est comment est-ce que les choses ont été vécues par les uns et par les autres. On n'a pas tous la même lecture de ce qui nous est arrivé, simplement en fonction de l'âge, en fonction de la capacité qu'on a à appréhender les événements. Alors, forcément, le lien familial peut être mis à l'épreuve dans ce voyage migratoire. Et c'est toujours un sujet un peu complexe, voire peut-être même un peu dangereux, parce que le risque, si on ne se fie pas à la fois aux guidelines, mais aussi finalement à la littérature scientifique qui étudie les systémiques familiales dans ce domaine, le risque, ce serait de tomber dans un discours très universaliste, un peu bienveillant, en disant mais pauvre, en caricaturant, pauvres gens avec ce qu'ils ont vécu, c'est bien normal que de temps en temps, parfois, il y ait une taloche qui parte. Ou au contraire de dire, de toute façon, c'est culturel et c'est comme ça. Ou au contraire d'avoir une vision très rigidifiée qui empêche d'avoir une clinique plus variée. Donc, il faut étudier ces facteurs de vulnérabilité parce que, comme dit Marie-Rose Moreau, on aime ses enfants partout, on dit les aimer partout et on les maltraite aussi partout. Pas ou plus ou différemment dans les familles migrantes. On sait que la maltraitance est ubiquitaire, ça existe dans tous les milieux socioculturels, y compris du coup dans les milieux socioculturels élevés socialement, économiquement, que ça n'empêche pas que ce n'est pas paravent à la maltraitance. Seulement qu'en tant qu'intervenant, qu'on soit pédiatre, qu'on soit équipe pluridisciplinaire formée en pédiatrie psychosociale, qu'on soit pédiatre, qu'on soit infirmière ou autre, on est parfois formé à la notion de la systémique qui est liée à la maltraitance. Certains intervenants sont formés à la vulnérabilité qui est liée à la migration, mais on n'est pas toujours forcément formé aux deux. Et donc,
ça, c'est quelque chose, voilà, dans la vignette clinique qui a pu aussi être à la fois une difficulté pour l'équipe que je représente, mais aussi un levier de travail. Les familles, elles arrivent avec, comme toutes les familles, quand on ne se connaît pas, elles ont leur propre histoire, ils ne nous disent pas tout parce qu'ils n'ont pas tout à nous dire non plus, ils ont leur propre culture, leur propre trauma. Il y a parfois la barrière de la langue qui empêche d'expliquer les choses avec de la nuance, c'est-à-dire que les gens vont exprimer quelque chose qui va sembler peut-être court, rapide, parfois brut, mais qui en réalité n'est pas le reflet de ce qu'ils vivent réellement, simplement parce qu'ils ne savent pas y mettre suffisamment de nuances. Et que nous, on n'est pas capable de comprendre cette nuance-là non plus. Donc, il y a des représentations de part et d'autre, inévitables, qui vont peut-être, dans un premier temps, faire obstacle à la relation qu'on peut avoir avec le patient et, a fortiori, quand on doit faire une évaluation. Quand nous devons évaluer un enfant en bilan en maltraitance, et je pense que le schéma, il est correct, il est applicable à toutes les situations, mais d'autant plus quand on a une différence culturelle. L'enfant, il est pris au milieu de référents éducationnels qui sont ceux de sa famille, qui sont ceux de ses parents, ceux d'une société dans laquelle il a toujours vécu. Il y a les référents éducationnels qui sont les nôtres, nous les intervenants. On a tous probablement des représentations qui sont évidemment erronées, mais on ne peut pas s'en empêcher, c'est humain. Le reconnaître, c'est aussi pouvoir travailler dessus pour écarter tous ces biais-là dans notre travail. Et en plus, un petit peu en méta, comme ça, il y a le protectionnel et le judiciaire parfois qui sont présents. Il va falloir faire coexister tout ce petit monde autour de l'intérêt de l'enfant. Et malgré tout, on va devoir établir une relation thérapeutique, que ce soit une relation d'aide ou d'évaluation, et souvent, parfois, les deux vont ensemble. En tout cas, quand on fait une évaluation, c'est impossible de n'être que dans l'évaluation. Il y a forcément une aide qui est apportée de par le travail qu'on fait. Et comment est-ce que ça peut s'établir? Et pour ça, je vous propose de partir d'une vignette clinique que nous avons connue ici dans le service en cellule maltraitance. Il s'agit d'une jeune fille de 15 ans. Et cette jeune fille nous est amenée un jour via les urgences, placée à l'hôpital de la Citadelle, pour suspicion et allégation de maltraitance physique de la part de la maman. La jeune fille vit avec sa maman et sa petite sœur. Elle arrive avec des stigmates clairs de mauvais traitements. Il y a des hématomes, des lésions circulaires, d'étranglement au niveau du cou, des griffures, etc. Alors, la situation, quand elle est étudiée de manière urgente par les services protectionnels, on se rend compte que la maman va réfuter tout de suite les allégations de maltraitance, mais en revanche, dénoncer et subir, dit-elle, un comportement de sa fille qui est ingérable. Je rappelle qu'elle a 15 ans, c'est une adolescente, et elle peut dire, elle se met en danger, elle se scarifie, elle fait des fugues, elle se réfugie chez des personnes que je ne connais pas, elle envoie des photos d'elle dénudée à des garçons, et on ne peut pas lui donner tort à cette maman. On a clairement une jeune fille qui nous dit qu'elle va mal par cette mise en danger. Donc, le dossier passe au SAJ et puis je vous épargne les détails au SPJ qui nous sollicite en tant qu'équipe pour un bilan médico-psychosocial qui est accepté au terme du rendez-vous de négociation et d'analyse de cas et donc nous sommes mandatés. La jeune fille est admise dans notre service, mais la maman parle peu notre langue et nous n'avons pas, et nous sommes tout à fait incompétents pour la comprendre. Je crois que ça, c'est important aussi. Quand on dit, ah, mais les parents ne parlent pas français, oui, nous, en même temps, on ne parle pas leur langue non plus. Alors oui, certes, nous sommes dans un pays francophone, mais de nouveau, c'est peut-être la première barrière à laquelle on s'arrête. Donc, on prend l'aide d'une traductrice via la médiation culturelle qui va venir nous aider à comprendre ce que peut expliquer cette maman dans ses difficultés, dans son travail relationnel avec sa fille. Et tout de suite, on s'aperçoit que l'histoire migratoire est très, très lourde. La famille vient du Liban et l'histoire migratoire, elle date déjà de plusieurs années puisque au moment où on prend l'enfant en charge, on est en 2018, oui, à peu près 2018. Et la jeune fille est en Belgique avec sa maman et sa petite sœur, en tout cas avec sa maman depuis 2013. Et puis la petite sœur naîtra plus tard. Le papa reste bloqué à l'étranger, donc ils ont traversé plusieurs pays, la maman et la jeune fille ont pu continuer le voyage, le papa lui est resté, et ça c'est pas très clair, on ne sait pas s'il reste parce qu'il est bloqué pour des raisons administratives, ou s'il reste pour une raison qui lui est propre et avec laquelle il est en accord, on ne saura jamais très très bien élucider ça.
Toujours est-il que la famille peut avoir des moments de retrouvailles et qu'en 2017, lorsque la jeune fille fait un voyage pour retrouver son papa, pour se revoir lors des vacances, elle subit un viol de la part d'une personne de l'entourage. Et là, il y a une réaction extrêmement adéquate de la famille, puisque au retour de ce voyage, quand la jeune fille rentre en Belgique, elle se confie à sa maman sur ce qui s'est passé, et il y a une plainte qui est déposée, et par les collaborations entre les polices des différents pays, il y aura même une condamnation de ce monsieur, bien qu'il ne réside pas chez nous. Mais cette histoire, elle est connue parce qu'elle apparaît dans le dossier de l'enfant, puisqu'il y a déjà eu des hospitalisations autour de cela. Mais il y a beaucoup de résistance autour de la maman et de la jeune fille pour pouvoir nous en parler. Donc nous, on arrive avec cette info qu'on a, on leur dit, on sait ça, mais ce n'est pas forcément elles qui vont nous l'amener, et on sent que ça les ennuie très fort pour des raisons différentes l'une et l'autre qu'on aborde ça. Qu'est-ce qu'on nous demande d'évaluer? Évaluer la santé psychologique de notre jeune patiente, le lien mère-fille, et comment cette maman peut protéger sa fille, mettre en place des mesures de protection et éducationnelles adéquates autour de cette jeune fille, on l'a dit, de 15 ans, qui quand même, de temps en temps, fait quelques flags et sort un peu du cadre. Et donc, on se retrouve exactement dans ce même schéma, avec nos représentations aussi personnelles sur ce que doit faire un bon adolescent, ce que doit faire un bon parent, nos idées plus scientifiques sur ce qu'on nous a appris dans les guidelines sur l'accompagnement familial, et les représentations que peut aussi avoir cette maman vis-à-vis de nous. Il faut quand même se remettre dans le contexte. Elle vient à l'hôpital rencontrer sa fille, rencontrer des intervenants. Elle n'a pas spécialement demandé, puisque je rappelle qu'on est sous mandat SPJ, donc c'est de l'aide contrainte. Elle n'a pas forcément envie de venir nous parler, nous qu'elle ne connaît absolument pas, de ses difficultés. Notre jeune patiente, elle, très vite, on va s'apercevoir pendant l'hospitalisation qu'elle est complètement ambivalente et tiraillée. Tiraillée de sa culture familiale, qu'elle a quand même connue relativement longtemps, pendant des années, dans son pays d'origine, et la culture occidentale. Elle va à l'école, elle a des amis, elle souhaite à la fois s'habiller comme ses copines, mais en même temps, elle a l'impression un petit peu qu'elle ne peut pas, ou que c'est trahir ce qu'elle a vécu. Ça aussi, je pense que si on se met à sa place, si demain on est transposé dans une situation et dans une société totalement opposée à celle qu'on connaît ici maintenant, on aura peut-être envie de tester certaines choses qui ont l'air d'être plutôt chouettes dans cette culture-là, et en même temps, c'est difficile, entre guillemets, d'abandonner. On sent qu'il y a déjà peut-être un faux sentiment d'abandon et qu'il faut faire coexister cela. Elle questionne aussi la place de la femme et de l'homme. Elle investit beaucoup l'école, elle veut étudier, donc elle veut accéder à un certain savoir, à travailler plus tard, à s'épanouir. Et elle ne sait pas trop bien comment se situer en tant que jeune femme dans cette décision-là. Donc, on a vraiment toutes les cultures, ces deux cultures qui s'entrechoquent, ce qu'on voit souvent, je veux dire, c'est pas nouveau. Les immigrés des années fin 40, début 50 italiens, par exemple, quand les nonas, les nonos nous racontent comment c'était, on pouvait pas sortir, on voulait vivre un petit peu plus à la belge, mais nona ne voulait pas qu'on soit... Donc, si on se remet un petit peu, si on balaye un peu devant notre porte, c'est finalement des choses très, très normales. Et en plus, cette jeune fille, évidemment, il y a le traumatisme qui est lié au viol qui n'a pas forcément été travaillé, c'est-à-dire il y a eu tout un volet protectionnel qui a été très, très bien fait, mais après ça, il n'y a pas eu de volonté, il y a eu beaucoup de résistance de travailler ça sur le plan psychologique, sur le plan personnel. Elle ressent parfois du rejet de la part de sa maman qui ne sait pas se positionner non plus par rapport à ça, parce que c'est compliqué d'avoir un enfant qui a été abusée. On sait tous ça, que la dynamique familiale, elle est perturbée, elle est mise à difficulté parce qu'il faut se réapproprier cet enfant qui a été finalement bafoué. Et donc, elle ressent beaucoup de culpabilité vis-à-vis de ça. Et donc, évidemment, ses relations avec sa maman sont conflictuelles. Ça passe de la bonne copine, on s'entend bien, à des relations très conflictuelles où elle se fâche, où elle se crie dessus. Parfois, elles en viennent aux mains. Et en même temps, elle est parentalisée puisque cette petite sœur est née lors d'une des visites au papa. Et la maman lui demande de beaucoup s'en occuper, de prendre une place aussi de deuxième maman. Et donc, à 15 ans, on n'a pas forcément envie d'aller s'occuper de sa petite
sœur plus qu'il ne faut, et on a envie de sortir, on a envie de faire autre chose. En plus, le père est absent, donc la maman est seule et donc n'a pas au quotidien, même si de loin il est attentif et il est bienveillant, on peut le supposer, mais il n'est pas présent au quotidien pour cette maman, pour apporter de l'aide et partager la coparentalité. Et donc, on a dit, la jeune fille utilise l'école comme une bouée de sauvetage, avec une transmission culturelle qui est biaisée, puisqu'à l'extérieur, la société est complètement différente de ce qui est rendu à la maison. Quand on rencontre la maman, au début, c'est très difficile. Elle dénie complètement la maltraitance, et même quand on peut essayer de discuter sur des choses comme comment avez-vous accompagné votre fille, comment imaginez-vous qu'elle aille, peut-être qu'elle a besoin que ce qu'elle exprime dans ses mises en danger, c'est peut-être le fait qu'elle ne va pas bien. Tout ça, quelle que soit la manière dont on essaye d'amener les choses, c'est compliqué pour la maman. Et elle est aussi dans l'ambivalence, mais plutôt dans l'ambivalence par rapport à sa fille, c'est-à-dire qu'à la fois, elle dit au terme du bilan, il est évident que je veux récupérer ma fille, mais en même temps, elle est dans le dénigrement systématique, c'est une mauvaise fille, c'est une femme de mauvaise vie, elle se comporte mal, avec parfois même, quand ça monte et qu'elle est dépassée par ses émotions, avec des passages à l'acte verbal qui sont extrêmement violents, puisqu'elle peut menacer sa fille de la renvoyer au pays, menacer non seulement de la renvoyer, mais qu'également elle soit tuée et enterrée là-bas. Donc on voit que quand la maman est surmenée, surpassée, ça devient très, très violent et pour le coup maltraitant. En plus, le viol, clairement, et ça pourrait quand même être dit par la maman, même si elle a pu protéger sa fille, il y a une part d'elle qui le vit comme un déshonneur. Parce que, et on peut comprendre, encore pas si loin que ça dans nos sociétés, la virginité était vécue comme quelque chose d'extrêmement important. De même, interrogeons nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères. Et donc, elle vit malgré tout cela, elle le verbalise comme un déshonneur. Et donc, elle est tellement dans cette position rigidifiée qu'elle est incapable de se remettre en question et qu'elle est constamment dans le dédouanement. Alors, quand on fait ce constat-là à la maman et qu'on émet l'hypothèse que la souffrance de cette jeune fille est tellement importante, tant par son vécu migratoire, d'avoir changé de pays à cause du viol, de devoir faire coexister deux cultures, alors qu'elle s'imprègne de notre culture occidentale et qu'à un moment, ça peut paraître opposant à sa famille, et qu'on explique ça à la maman, ça ne l'aide pas non plus. On pensait que ça pourrait être un levier, ça ne l'a pas été. Et notre intervention, elle est vécue encore plus violente par la maman qui va encore se rigidifier, crier très fort, nous accuser des pires intentions, y compris de racisme et autres. On voit vraiment qu'elle est très défensive et donc on se retrouve dans une impasse relationnelle avec cette maman, finalement qu'on ne comprend pas ou peu ou pas suffisamment, avec une dame qui ne veut pas collaborer parce qu'elle nous vit comme dangereux, comme potentiellement ennemi. Et donc l'enfant, on est dans une impasse, donc on est dans l'impasse relationnelle avec le parent est dans une impasse relationnelle avec nous, il y a mieux de tout ça, il y a l'enfant, et le risque est qu'il y ait une impasse relationnelle entre l'enfant et nous, mais surtout entre l'enfant et sa mère, et qu'on aggrave la situation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est posé en équipe, c'est finalement, est-ce qu'on ne fait pas pire que bien ? Alors, on y reviendra plus tard, mais il a quand même fallu travailler cette situation. Et donc, on a dû s'appuyer sur, de nouveau, la littérature scientifique et l'expérience des personnes qui avaient finalement plus l'habitude que nous. Et donc, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut comprendre, réagir efficacement dans des situations de maltraitance, quand en plus, on a ce facteur migratoire qui finalement fait écran à plein de choses. Et notamment, on s'est appuyé sur des auteurs comme Marie-Rose Moreau ou Alia Wata. Alors, quelques considérations générales. On a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand on dit ça, et finalement, pas tant que ça. Si on s'en tient uniquement aux facteurs migratoires et aux origines culturelles, le risque, c'est vraiment de s'exposer à une pensée réductrice, soit hyper rigidifiée, soit hyper laxiste, avec des interprétations idéologiques dont on sait qu'elles sont toujours hasardeuses. Donc l'idée, c'est de se dire, on a une famille, on a une situation psychosociale globale, le facteur migratoire en fait partie, mais il n'y a pas que celui-là. Comment est-ce qu'on peut à la fois en tenir compte sans ne parler que de lui ?
Alors, évidemment, les représentations et les modalités éducatives de chaque culture peuvent être différentes. Il y a toujours du commun, mais il y a évidemment plein de choses différentes et déterminent la façon d'appréhender l'enfant. Il y a des sociétés où très vite l'enfant est indépendant, vaque à ses occupations sans qu'il y ait forcément un regard autour de lui qui en tout cas soit constant, d'autres pas. La question se pose aussi de savoir si ce voyage migratoire a en plus amené d'autres traumatismes supplémentaires par rapport à ce qui avait déjà été vécu au préalable ou pas. Et puis, il y a un contexte moral, culturel, historique, on l'a dit, et légal qui doit mettre tout ça dans le puzzle. Et donc, se pose la question de qu'est-ce qui est acceptable versus ce qui est inacceptable. Certains parents nous disent, mais c'est une correction, ça fait partie de mon système d'éducation. Je ne le fais pas pour lui faire du mal, je ne jouis pas de la douleur qu'il peut subir, mais ça fait partie de mon système. De nouveau, il n'y a pas encore si longtemps que dans notre société, c'était admis de donner une taloche au gamin qui n'avait pas écouté son père ou sa mère. Et ça ne gênait personne. Alors, je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que, avant de s'ériger en grand chantre de la bienveillance éducationnelle occidentale, il ne faut pas oublier que dans notre propre société, il y a eu des choses qui ont été admises et que plutôt que de les balayer de manière un petit peu comme ça, pseudo-bienveillante, c'est de se dire, ben, OK, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez obligé d'en arriver là? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités de faire? Sinon, il y a vraiment un risque de contre-transfert négatif entre soit, on l'a dit, la banalisation de l'acte posé au nom du culturel, ou au contraire d'un excès de zèle sur non, on est en Belgique, on ne fera pas un enfant et de toute façon, ce sera des mauvais parents. C'est un petit peu l'exemple du schtroumpf. J'ai pris les schtroumpfs parce que c'était neutre. La banalisation, c'est dire, c'est des schtroumpfs, c'est normal. Chez les schtroumpfs, ils sont bleus. Chez les bleus, on frappe aux enfants. Oui, la culture schtroumpf, c'est comme ça. L'excès de zèle, à l'inverse, c'est de se dire non, c'est pas parce que c'est des schtroumpfs. Ici, on est en Belgique, on est à Liège, on ne frappe pas l'enfant. Et donc, même si vous avez levé la main sur lui, on vous retire votre enfant et c'est très mal et on s'arrête là. Évidemment, la position, elle va être forcément au milieu des deux. Mais on peut très vite avoir, parce que l'enfant nous montre qu'il ne va pas bien, parce que les situations décrites sont tellement prenantes émotionnellement, d'être justement tenté de verser dans l'un ou dans l'autre, et le curseur, il est forcément mis au milieu. Alors, ces familles sont fragilisées, et quand elles sont transposées dans une autre société, nous, on va les confronter à d'autres modèles de représentation de l'enfant et d'éducation de l'enfant. Et c'est là que l'enfant devient vulnérable, c'est-à-dire qu'il va avoir autour de lui des adultes, c'est-à-dire ses parents et de l'autre côté les intervenants, qui vont donner une définition totalement parfois différente de ce qui est bon de faire avec un enfant. Comment voulez-vous que l'enfant s'y retrouve? À la maison, on fait comme ça. Oui, mais dehors, on dit que la loi, c'est ça. Et l'enfant au milieu, il ne sait plus très bien s'il doit adhérer à ce qu'on lui dit à l'extérieur, c'est-à-dire à la loi, finalement, du pays dans lequel il vit, ou à la tradition dans laquelle il vit chez ses parents. On a tous été élevés comme ça, et donc chez nous, c'est comme ça. En plus, l'enfant continuant évidemment à sortir, aller à l'école, à rencontrer d'autres jeunes, à peut-être avoir des activités extrascolaires, va s'imprégner malgré inévitablement de tout cela et donc peut devenir et sembler étrange au sein de sa famille. Lorsqu'il rentre au sein de sa famille, avoir une attitude, une posture, un langage qui va peut-être choquer ses parents parce que s'ils avaient continué à vivre dans la société dans laquelle ils vivaient au départ, ceci ne serait pas arrivé. De même, si on balaye devant notre porte, c'est aussi quelque chose que tous les parents vivent. Quand vous avez un jeune adolescent qui revient un jour de l'école et qui vous parle avec des mots que vous ne comprenez absolument pas, vous ressentez un sentiment d'étrangeté. Donc finalement, il y a là aussi le fait que nos enfants, on a beau les élever, ils nous échappent quand même, et c'est tant mieux, mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas un petit peu douloureux pour le parent. Et ça peut être dit, ça, aux parents, dans le cadre de l'évaluation. C'est oui, j'imagine bien quand vous voyez arriver votre enfant avec un jeans troué, et que ce n'est pas votre culture, ce n'est pas votre façon de vous habiller, vous ne considérez pas ça normal, je peux comprendre moi aussi. De nouveau, ça a l'air d'être une porte ouverte enfoncée, mais ce n'est pas forcément évident de l'énoncer. Alors, l'autre idée, c'est d'intégrer la cause de la maltraitance. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à maltraiter un enfant? Et la signification culturelle construite, c'est-à-dire
la correction qui resterait dans un principe éducatif par rapport à quelque chose qui dérape, et qui dérape tellement qu'on ne s'en rend plus compte parce qu'on utilise justement l'idée d'éducation. C'est-à-dire il faut donner du sens à ce qui est insensé, et ça c'est vraiment ce qu'on fait constamment en maltraitance, pouvoir réfléchir à quelque chose qu'en même temps on n'arrive pas à imaginer. Alors, ce comportement violent, il faut évaluer l'effet que ça a sur l'enfant, tant sur le plan physique que psychologique. La composante des fantasmes parentaux, qu'est-ce que les parents imaginent de leur enfant, qu'est-ce qu'ils imaginent de la société dans laquelle ils vivent, qu'est-ce qu'ils imaginent qu'on raconte à l'école, par exemple, quelles sont les règles morales et les standards socioculturels de la famille, et ça questionne aussi la place de la société, la place que la société donne à l'enfant. Et la place que la société donne à l'enfant, c'est extrêmement important, parce que ça va inévitablement modifier le regard du parent. On est, par exemple, dans une société actuellement où on parle beaucoup de choses très, très chouettes, notamment l'éducation bienveillante, non violente. Et on voit aussi que du coup, il y a tout un tas d'autres courants qui sont très, très chouettes et très, très bien pour l'enfant, mais avec des dérives. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nuances. L'enfant doit doit accueillir son émotion. L'enfant doit vivre comme, voilà, se mouvoir. On ne doit pas mettre de frein. Très bien, si on est dans une idée de psychomotricité, c'est parfait. Mais il y a parfois des règles qui sont inévitables pour éviter qu'ils se mettent en danger. Donc, il y a toujours, dans les différents courants éducationnels, comme dans tous les courants, des moments où ça peut dériver. Alors, ça dérive, on n'est pas là pour juger si c'est grave ou pas, mais à partir du moment où ça peut mettre l'enfant potentiellement en danger, que ce soit parce qu'on a une éducation extrêmement stricte qui passe par des corrections violentes, il va falloir se poser la question de savoir, est-ce qu'on ne dérive pas? Et pareil, quand on est dans quelque chose de totalement non violent sur le plan physique, est-ce qu'il n'y a pas une dérive qui finalement met l'enfant complètement en danger aussi? Donc, il y a le fond et la forme. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet acte posé? Alors, quels sont les facteurs de vulnérabilité quand le contexte migratoire va faire crise? Parce que le contexte migratoire, bien heureusement, ne fait pas toujours crise au sein d'une famille. Ali Awata nous donne des exemples de pratiques éducatives, notamment au Maghreb, où il dit, mais qui s'occupe de l'enfant? Il y a évidemment les parents qui ont l'autorité parentale, mais aussi la famille élargie, qui a un regard sur ce qu'on peut dire à l'enfant, on peut lui faire une remarque, on peut le reprendre, etc. Et là, déjà, on voit que, par exemple, que dans nos sociétés, il y a des familles, on a des patients, parfois en pédiatrie générale, qui nous disent, non, 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 c'est mon mari et moi, et personne d'autre n'a le droit de faire la moindre remarque à mon enfant, ou des personnes très, très limitées. Donc, ça dépend aussi de comment les parents veulent élever leur enfant. Et de nouveau, on est dans un jugement de valeur, donc c'est difficile d'aller dire, ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais en tout cas, Ali Awata nous explique que l'entourage peut aussi, le voisin peut aussi, l'école, donc finalement, tous les adultes qui gravitent autour de l'enfant peuvent avoir un rôle éducatif et en même temps protecteur. C'est-à-dire à la fois, ils peuvent dire, ben non, 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 ça ne va pas du tout, tu te comportes très mal et je vais aller en parler à tes parents, viens ici, c'est terminé. Mais en même temps, c'est avoir un côté protecteur, c'est-à-dire pouvoir dire quand des comportements sont violents sur l'enfant, quand l'enfant est maltraité, il est admis que finalement, les gens se mêlent un peu de ce qui ne les regarde pas, comme on dit chez nous, mais justement, c'est plutôt protecteur en disant, mais non, 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 ce que tu fais là à ton enfant, c'est pas bon. Et c'est dangereux pour lui. Donc, il y a une espèce de contenant familial qui permet justement d'ajuster un petit peu les comportements systémiques. Et donc, de nouveau, on a deux visions séparées qui est il faut tout un village pour élever un enfant où tout le monde se mêle un peu de tout. En tout cas, tout le monde a le droit, pour autant que ça soit justifié, d'intervenir auprès de l'enfant par rapport aux familles nucléaires très isolées qu'on peut parfois rencontrer dans nos sociétés où là, finalement, l'intervention d'un autre adulte est vécue comme très violent. Le parallèle, c'est que finalement, c'est un peu ce qui s'est passé dans notre situation clinique. C'est que malgré tout, puisque nous avions perdu ce contenant pour cette maman, notre intervention a été vécue comme violente. Alors que probablement que si elle était restée dans son environnement familial, dans son pays, dans sa société, quelqu'un serait intervenu et ça ne serait peut-être pas passé si mal que ça. Donc, c'est bien la preuve qu'inévitablement, quand on ne se connaît pas, c'est plus difficile d'interagir et de travailler ensemble.
De nouveau, souvenons-nous, au 19e, au 20e siècle, il était hors de question dans nos sociétés d'être une jeune fille de 15-16 ans et d'aller se balader avec un garçon toute seule. Il y avait toujours bien une tata, une tati. Ici, c'est une photo prise du film Le Parrain où il y a toute la famille là derrière pour surveiller les jeunes tourtereaux. Donc, c'est pas encore si loin cette période où il y avait quand même un regard extrêmement important et protecteur sur l'enfant. C'est pas pour ça que c'est forcément bien, c'est pas pour ça que les jeunes n'ont pas besoin de liberté, mais de nouveau, c'est quelque chose qu'on a vécu dans nos sociétés aussi. Le processus migratoire, en plus, inévitablement, il va imposer des adaptations. Alors là, pour le coup, sortir de sa zone de confort, on est en plein dedans. Il faut s'adapter à la langue, il faut s'adapter au climat, il faut s'adapter aux normes qui sont parfois antinomiques. On ne trouve pas forcément les mêmes ingrédients quand on veut cuisiner, ça ne se trouve pas forcément. Donc, on perd énormément de ce qui nous définit quand on doit, pour quelque raison que ce soit, migrer, changer, exiler. Et la culture personnelle va également être déplacée. Et en même temps, elle est importée, c'est-à-dire les personnes arrivent avec leurs chansons, leur musique, leur cuisine, et ça s'installe dans le pays qui les accueille, pour autant qu'ils les accueillent. Ça, c'est un autre débat. Et eux-mêmes s'approprient des choses du pays dans lequel ils vivent. Et ça définit le processus d'acculturation, qui est un processus plus ou moins facile et plus ou moins évident en fonction des différentes sociétés, en fonction de comment on permet, on donne des outils et on donne la possibilité aux gens de se rencontrer. Alors, ce processus acculturatif, il est déterminé par quoi ? Mais plus les normes et les valeurs des deux cultures vont être éloignées, plus ça va être difficile. De nouveau, alors, de nos jours, c'est un petit peu dangereux de dire ça, mais si on a la même religion et qu'on a la même croyance, qu'on a la même foi, c'est plus facile que si la religion est différente. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sentiment d'étrangeté. Ah, ils ne font pas comme nous. C'est étrange, c'est différent. La manière de s'habiller, la manière de... Tout ce qui peut paraître étrange. On sait tous très bien que se déclarer « moi, j'aime tout le monde et je ne suis pas du tout raciste », c'est bien beau, mais dans la vraie vie, c'est compliqué. Tout ce qui est étrange nous fait peur. Alors, on peut dépasser ça, bien sûr, mais plus la distance va être différente entre deux cultures, plus l'acculturation, évidemment, va être difficile. Quel est le nombre d'habitudes qui va être remis en question, qu'il va falloir acquérir ? Est-ce que ça va être facile de laisser tomber certaines pratiques à des degrés divers ? Est-ce que ça va être facile de s'en approprier d'autres ? De nouveau, ça va dépendre de la distance entre les cultures, mais aussi de comment est-ce qu'on permet aux gens d'être accueillis. Comment est-ce qu'on se rencontre autour d'un repas et chez nous on fait comme ça et chez nous on fait comme ça. Finalement on se rend compte que y a quand même peut-être des choses communes. Ça a l'air tout gentil de le dire et on se rend compte que dans les faits c'est pas évident. Donc c'est un système qui est continuellement à l'œuvre pour finalement arriver à trouver une place et arriver à s'épanouir dans une société, même si la rupture a été extrêmement violente. Et parfois, les gens n'y arrivent pas, malheureusement, et ils n'y arrivent pas parfois parce que ils ne sont pas suffisamment peut-être aidés ou pas. Ça, c'est un autre débat. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ces facteurs de vulnérabilité en systémique ? Ali Awata nous dit que oui, donc il nous explique. La famille migre de façon nucléaire, il y a cette perte de contenant, mais il y a aussi la perte de ne plus voir ses parents, d'avoir peut-être perdu des gens au cours du processus migratoire ou simplement d'être éloigné de ces personnes. Et ça peut mettre aussi l'adulte à mal, d'être éloigné de ses sœurs ou de ses parents et de se sentir isolé. Et donc, on peut questionner les ressources éducatives, avant, après. Quand vous étiez au pays, comment est-ce que ça se passait ? Qui vous aidait ? J'avais ma sœur qui pouvait me donner un coup de main, elle pouvait se retrouver, on avait une vie sociale. Qu'est-ce que vous n'avez plus maintenant ? Je n'ai plus toute cette aide-là, je n'ai plus tout ce soutien, je n'ai plus toutes ces ressources. Et donc, nommer cette perte aux parents en disant, vous aussi, on vous reconnaît dans cette difficulté-là, puisque vous avez perdu votre papa, votre maman qui est resté là-bas et qui ne peut plus de la même façon vous épauler, ou votre sœur ou autre. Dire aux gens qu'on peut comprendre que pour eux, l'interdit qui est le nôtre puisse sembler étrange.
de leur part. Dire, mais je ne comprends pas pourquoi ici, on n'a pas le droit de flanquer une taloche à son gamin quand il a fait une grosse bêtise. Ben, dire, ben oui, on peut comprendre. La preuve chez nous, avant, c'était encore admis, mais on comprend que vous trouviez ça étrange. Et que vous vous sentiez discrédité quand on vous dit, c'est très, très mal d'éduquer votre enfant comme vous le faites. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on cautionne, mais ça permet de replacer le parent avec nous dans une relation en tout cas de plus d'égalité et de réflexion, l'inviter à la réflexion. Alors, inévitablement, quelle que soit la situation, quand on remet en question les capacités parentales, on met le parent dans une position défensive et de résistance pas possible. Et donc, l'idée, c'est de se décentrer et de remettre l'enfant dans le débat en disant, ben, quelle est votre attente? Quand vous corrigez votre enfant, pourquoi le faites-vous? Qu'est-ce que vous attendez de la société dans laquelle vous évoluez pour votre enfant? Et souvent, les gens disent, mais moi, je veux qu'il travaille bien à l'école, qu'il devienne instruit, qu'il accède à un travail, une fonction sociale, et finalement, que tout ça, derrière ça, il y a que tout ça n'est pas servi à rien et que finalement, on remonte dans quelque chose qui restaure finalement l'intégrité de la famille par l'enfant en voulant qu'il réussisse. Et ça, on peut très très bien dire aux parents, mais vous avez raison, tout le monde veut que son enfant réussisse, soit heureux et aille bien. Mais est-ce que finalement, c'est positif d'avoir un comportement violent, de le frapper ou autre, quand il ramène peut-être des mauvaises notes ou qu'il ne se comporte pas comme vous le souhaitez? Est-ce que ça marche? Parce que finalement, la question, c'est ça. Est-ce qu'il est plus heureux, votre enfant? Est-ce qu'il est plus épanoui? Est-ce qu'il travaille mieux? Ça, c'est déjà un premier levier. Et se dire que les trajectoires de vie de leur enfant vont être différentes de la leur, inévitablement, et qu'il va falloir pouvoir faire coexister les traditions, parce que ça fait partie d'eux. On ne leur enlèvera jamais d'où ils viennent, l'endroit d'où ils viennent et les traditions qui sont les leurs, et de faire coexister ça avec une progression sociale au sein d'une culture et d'une société qui, pour le moment, n'est pas celle dans laquelle ils sont nés. Questionner l'histoire personnelle et familiale du parent, comment étiez-vous élevés, et faire appel à leur ressenti si eux-mêmes ont été élevés via des corrections ou des maltraitances graves. Alors là, de nouveau, le curseur, il n'est pas mis au même endroit, mais c'est comment vous sentiez-vous? Est-ce que après la correction, vous disiez, oui, c'est vrai, là, je vais beaucoup mieux, et d'ailleurs, je vais beaucoup mieux travailler à l'école, et je vais arrêter de faire des bêtises avec mes copains, mais pas forcément, et faire nommer ces choses-là pour que peut-être ils se souviennent qu'en tant qu'enfant, ce n'était pas si efficace que ça, et voire même destructeur. Et de nouveau, au jour d'aujourd'hui, ce sont des adultes. Comment se sentent-ils en tant qu'adultes? Et certains adultes qui sont parents sont évidemment traumatisés et ont parfois des difficultés à être dans une parentalité adéquate parce qu'ils ont eux-mêmes trop souffert. Et là, il y a peut-être un travail à prescrire, il y a peut-être une notion de récupérabilité à questionner. Et parfois, et ça, quelle que soit la situation de maltraitance, bien évidemment. Et puis, questionner les parents en tant qu'adultes quand eux passent à l'acte vis-à-vis de leur enfant. Comment vous sentez-vous après avoir donné la correction? Et quand on a des personnes qui peuvent avoir accès à leurs propres émotions et qui peuvent vraiment peut-être aller gratter au fond d'eux-mêmes, on se rend compte que pareil, autant ils ne se sentaient pas super bien quand ils étaient petits, qu'ils étaient corrigés, autant ils ne se sentent pas forcément bien en tant qu'adultes quand ils corrigent eux-mêmes. Et là, à partir de là, on peut travailler. Puisque personne ne va bien au terme de la correction physique et de la maltraitance, ni l'adulte ni l'enfant, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer faire autrement? Et puis, puisque vous, petits, c'était compliqué, à votre avis, votre enfant, qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui? Pensez-vous que vous puissiez vous retrouver autour d'un ressenti commun? Alors, ça se fait au terme, évidemment, d'une évaluation et d'un accompagnement qui peut durer des semaines ou des mois. Il ne suffit pas de poser la question une fois pour que les gens se déposent, mais c'est quelque chose autour duquel on peut vraiment travailler. Et donc, argumenter une possible éducation qui serait basée sur la confiance, mais pas sur la peur et la soumission. Et puis, au-delà de ça, sont-ils capables de rendre ça à leur enfant, de lui expliquer et de le mettre en mots? Finalement, c'est quelles sont les valeurs et les usages dont vous pourriez vous débarrasser pour que votre enfant aille mieux et pour que la famille aille mieux, sans avoir le sentiment qu'on vous délaisse d'une partie de ce qui vous est propre.
Et donc, c'est la douloureuse question de protéger l'enfant et de respecter la loi et en même temps de ne pas imposer une acculturation idéale aux gens en disant, ben voilà, si vous voulez être un bon parent chez nous en Belgique en 2022, voilà ce qu'il faut faire. Et ça, de nouveau, si on enlève le facteur migratoire, c'est quelque chose qu'on a dans toutes les évaluations en termes de maltraitance. Si on se pose en disant nous on sait ce qu'il faut faire et vous de toute façon vous êtes défaillant et voilà ce qu'il va falloir changer, évidemment qu'on sera tout à fait inefficace. Alors l'enfant dans tout ça, ben, c'est celui par qui le scandale arrive et ça on se retrouve, je trouve que c'est vraiment une chouette dia parce que c'est quelque chose qui est commun à toutes les situations de maltraitance, facteur migratoire ou pas, peu importe. L'enfant, c'est celui qui dénonce, c'est celui qui dit, c'est celui qui jette un petit peu l'opprobre sur la famille. Donc, il va ressentir beaucoup de culpabilité, beaucoup d'ambivalence, puisque lui, tout ce qu'il voudrait, c'est que ça s'arrête. C'est pas ses parents qu'il n'aime pas, c'est ce qu'ils font qu'il n'aime pas. Donc, très souvent, il va se rétracter en se disant bah, si je me rétracte, finalement, ce sera moins grave. Certaines personnes, même à l'âge adulte, peuvent dire, à l'heure où on est dans un mouvement de il faut libérer la parole à tout prix, il faut libérer la parole à tout prix. Et certaines anciennes victimes disent à tout prix, peut-être pas et pas n'importe comment. C'est-à-dire que parfois, il y a des situations où ça a été pire quand on a parlé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de contenance sociale qui pouvait nous protéger par après. Donc l'enfant, il a peur, il a une crainte de séparation, d'être rejeté, il se rend très vite compte des enjeux parfois judiciaires qui peuvent s'enclencher quand il dénonce une maltraitance. Et ça, c'est vraiment classique de toutes les situations qu'on connaît. Et donc, il va falloir travailler la réhabilitation de l'enfant en tant que dans son intégrité, la respectabilité de son ressenti, renommer l'interdit, mais aussi travailler, et ça, il faut avoir l'aide du parent, travailler à la réhabilitation du parent en tant que parent. Et ce n'est pas toujours possible, malheureusement, quelle que soit la situation. Alors, juste pour... de nouveau, ça a l'air d'être évident, mais si on regarde les statistiques, en Europe, c'est très difficile, c'est pas acceptable moralement de faire des études où on va regarder s'il y a plus de signalements faits dans telle et telle ethnie ou dans telle et telle nationalité. Aux États-Unis, ils sont plus décomplexés, donc ils l'ont fait. Alors l'intérêt, c'est qu'ils ont fait donc des études en regardant mais qui a plus de signalements pour maltraitance parmi les différents groupes ethniques qui nous représentent. Et les auteurs se sont rendus compte qu'une fois qu'on a enlevé les biais de signalement clairement abusifs et racistes, c'est le mot qui est noté dans les études, ce qu'ils pouvaient appréhender simplement parce qu'ils se rendaient vite compte qu'après, quand il y avait une évaluation quelle qu'elle soit, il n'y avait absolument aucune raison de s'inquiéter. Une fois qu'ils enlevaient ce biais-là, ils s'apercevaient qu'il n'y avait pas de différence significative entre les situations signalées de maltraitance de manière objective en termes d'ethnie. Alors, ça a été publié, donc la variable ethnique unique, elle est non valable. Ça, je pense que c'est important de le renommer et de redire que scientifiquement, c'est quelque chose qu'on voit. Alors, si on revient à notre situation, on était donc dans une impasse relationnelle terrible où plus personne ne voulait se parler et l'enfant, il était au milieu de ça, donc c'était pas évident. On s'est dit qu'il fallait quand même qu'on avance. Donc, on s'est décentré avec toutes les notions qu'on vient d'évoquer. Donc, on a beaucoup travaillé en équipe, on a réfléchi en supervision, etc. Et on a triangulé. Alors, en ce qui concerne notre patiente, on a proposé, donc, elle était à l'hôpital, donc un espace de vie non jugeant, et on a verbalisé qu'on pouvait tout à fait respecter son petit côté qui pouvait paraître girouette, où il y avait des jours, elle partait à l'école de l'hôpital en jeans troués, petit t-shirt, et puis le lendemain, elle arrivait et elle avait mis son voile. Et on se dit, ok, tu ne sais pas très bien où tu te situes, tu ne sais pas très bien encore quelle sera ta future décision, ok, nous, pour autant que ça soit convenable et que ça soit, tu fais comme tu veux. On a renforcé la confiance en elle via un bilan neuropsychologique et en triangulant avec l'école, puisqu'on avait dit qu'elle investissait très fort, mais en fait, c'est une gamine plutôt intelligente, pleine de ressources, pleine de capacités. Donc, on lui a dit, mais regarde, si, tu as vraiment toutes les possibilités pour faire finalement ce que tu voudras plus tard, et de nouveau, ce que tu voudras toi, ce que sera ta décision.
Il a fallu évidemment réhabiliter l'estime de soi, fort endommagée par le viol qu'elle avait subi, en renommant l'interdit et en renommant que pendant toute une période, volontairement ou pas, elle avait été esseulée, abandonnée par les adultes, notamment par ses parents, qui ne l'avaient pas soutenue, qui ne l'avaient pas aidée à essayer de trouver des ressources pour aller mieux, et eux-mêmes n'avaient pas été présents. Et on a réfléchi avec elle sur ce qu'elle pensait être le rôle d'un parent. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé c'est quoi un bon parent, mais c'est quoi le rôle d'un parent. Qu'est-ce que ça fait un parent? Dans les faits, qu'est-ce que ça fait un parent? Quant à la maman, donc on a continué notre travail avec notre médiatrice interculturelle. On a identifié ses difficultés et on les a nommées. C'est-à-dire, vous êtes toute seule, vous avez 2 filles, vous devez vous en occuper toute seule, vous devez gagner de l'argent pour subvenir à leurs besoins seuls, même si le papa participait un petit peu. Vous ne voyez pas votre époux de manière régulière. Vous êtes une femme seule, donc potentiellement, qui parle peu la langue, donc potentiellement vulnérabilisée par rapport et en danger. Notamment, elle racontera qu'effectivement, il y a un voisin qui lui court après, qui la harcèle et que ça la met en difficulté. Elle annoncera qu'elle a fait une fausse couche pendant le bilan et surtout qu'elle n'a pas dit au papa pourquoi la jeune fille était hospitalisée. C'est vrai que c'est drôle, c'est une question, on ne pouvait pas évaluer papa, mais il en pense quoi, papa, de cette hospitalisation? Il dit, je ne l'ai pas dit, j'assume pas. Et de nouveau, nommer, oui, vous êtes toute seule, vous assumez finalement tout le rôle parental vous incombe, et vous vous retrouvez dans un bilan mandaté par les services protectionnels, par le SPJ en maltraitance. C'est sûr qu'il faut expliquer ça au papa et que potentiellement, ça peut, à tort ou à raison, vous donner l'image d'une maman qui est défaillante. Mais vous, qu'en pensez-vous? Et est-ce que vous pensez que vous avez été défaillante ou pas? Ou est-ce que vous avez été en difficulté ou pas? Comment est-ce qu'on peut travailler ça? Et puis, il a fallu remettre la maman et la jeune fille ensemble, en relation, parce qu'en plus, évidemment, toute cette scène où ça s'était très mal passé lors d'une visite, elles étaient un peu à couteau tiré, la jeune fille ne voulait plus lui parler, la maman ne voulait plus venir. Enfin, donc, on a fait un entretien psychosocial avec le psychologue, avec l'assistante sociale et une de nos éducatrices de l'équipe qui, au départ, n'était pas du tout dans la situation, elle n'était pas du tout éducatrice référente, elle s'occupait de la jeune fille au quotidien, mais ce n'était pas l'éducateur référent de l'enfant, mais qui avait une culture commune avec la jeune fille et sa maman. Et donc, dans cet entretien, ont été abordés, d'un point de vue vraiment psychosocial et systémique, quelles sont les limites qu'on met à un jeune en tant que parent, quelles sont les limites que ce jeune est capable d'accepter et quelles sont les limites qu'il refuse. On a parlé de la notion de perte d'intimité, à la fois quand la jeune fille envoie des selfies dénudés à ses copains, comment est-ce que tu te protèges de ton intimité, mais en même temps, quand cette maman va exprimer alors elle dit le mot déshonneur, mais on sent que c'est plus la souffrance liée au viol de sa fille à un peu tout le monde. Comment est-ce que votre fille vit cette perte d'intimité où finalement ce drame intime est exposé à tout le monde? Comment est-ce que vous vivez ce conflit générationnel là qui est plutôt classique dans les familles? Comment est-ce que vous pouvez intégrer le petit ami, parce qu'entre-temps, cette jeune fille nous explique qu'elle a aussi un petit ami dans vos référents culturels, et comment est-ce que toi, tu peux amener ce petit ami de manière un peu plus soft, sans forcément être constamment dans la confrontation et dans quelque chose d'un peu violent pour sa maman. Dire qu'effectivement, le regard de la société, il est lourd et limitant. On a envie d'être un peu dans le cadre et que les enfants que sa fille soit dans le cadre pour ne pas justement se retrouver dans la situation dans laquelle elle est. Et une maman qui pourra dire, c'est vrai que j'alterne entre quelque chose de très sévère, de très rigide, de très parfois maltraitant verbalement et parfois avec une position où je suis sa copine et je ne pose plus vraiment les limites à ma fille. Alors, on a réfléchi sur une activité commune et on est passé par un média culinaire culturel où on a questionné, avez-vous déjà cuisiné des repas avec votre fille? Et la maman dit, non, c'est moi qui cuisine, mais et on a dit, ok, on va le faire. Et donc, pendant une séance, la maman a pu amener tout ce qu'il fallait pour préparer un repas et elle a pu comme ça commencer à transmettre quelque chose de factuel sur sa culture,
qui était au-delà des valeurs éducationnelles. Ça ne résoudra pas tout, évidemment, on n'est pas naïf à ce point, mais il fallait bien commencer par quelque part pour que ces deux personnes, cette mère et cette fille, puissent se retrouver et puissent avoir un moment culturel commun pour pouvoir aussi amener le fait qu'il y aura des moments culturels différents puisque ce sont deux êtres humains aux trajectoires de vie différentes et qu'évidemment, l'une ne sera pas la copie de l'autre. Donc, on a verbalisé le traumatisme et le fait que l'enfant la jeune fille avait besoin de suivi psychologique de manière importante. On s'est quand même rendu compte à travers ça que la maman ne disait pas tout et avait vécu des choses extrêmement difficiles qu'elle n'était pas capable de questionner et encore moins de verbaliser maintenant, et que cette mère était tellement aux prises avec des difficultés qui lui étaient propres qu'on n'a pas su et forcément voulu exhumer parce que ce n'était pas forcément ce dont la jeune fille avait besoin, mais en tout cas, on savait qu'elle était actuellement incapable, tellement elle-même était aux prises avec ses propres questions, d'avoir une attitude protectrice sur le long terme avec sa fille. Donc, on a orienté vers un internat de semaine, un suivi psychologique. On a soutenu évidemment l'école et les activités extrascolaires et on s'est adjoint l'aide d'un service qui pouvait aussi travailler les aspects interculturels entre elles deux. Et on a quand même conseillé à cette maman de, à minima, se faire aider, trouver des ressources pour travailler son histoire personnelle, à la fois en tant que femme, peut-être en tant que petite fille et en tant que mère. Tout ça pour dire que l'idée, c'était de restaurer un lien peut-être faible, peut-être fragile entre ces deux personnes, en se disant que peut-être ça allait permettre de mieux se parler, de mieux comprendre, de mieux nommer les choses, sans finalement faire de la langue de bois, ni en tant qu'intervenant, ni en tant que parent. Et donc, je conclurai avec cette phrase d'Albert Camus qui nous dit que de toute façon, tout refus de communiquer est quand même une tentative de communication et que tout geste d'indifférence ou d'hostilité sera un appel déguisé. Voilà, je vous remercie. Et s'il y a des questions, c'est bien volontiers que nous y répondrons. Je vois que les chargements des questions. Donc... Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. C'était très clair, hyper intéressant. Je ne sais pas si c'est parce que de notre côté, on n'arrive pas à avoir les questions. On va encore un petit peu attendre. Et sinon, oui, c'est ça, n'hésitez pas à même les reposer par après et on vous transmet évidemment les réponses. Soit par mail via l'adresse de la Citadelle ou par téléphone ou via l'équipe s'il y a des choses ou des situations cliniques que vous vivez. N'hésitez pas, on n'a peut-être pas toutes les réponses, mais en tout cas, on peut réfléchir avec vous. Bon, je suis désolée, il semble à mon avis avoir un petit problème technique pour les questions. Mais on reste accessible, donc n'hésitez pas du coup à revenir vers nous et le docteur Panizotto si vous avez des questions ou pour échanger. Pas de souci, on est disponible. Voilà, merci à tous. Merci.